Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Je vais commencer par vous donner un lien que vous trouverez en description. Il s'agit du film documentaire de quelqu'un dont nous avons parlé il y a quelques vidéos de cela, et qui avait promis justement de sortir un film documentaire après avoir fait la promotion de son fameux magazine. Je veux parler de ce monsieur, Karl Zero. Est-il utile de présenter Karl Zero, et qui vient de sortir donc un film documentaire qui s'appelle 1 sur 5 et qui évidemment traite de la pédocriminalité, de la pédophilie de manière générale, mais surtout sur la complexité du sujet, tant évidemment il touche immanquablement des milieux dont on voudrait éviter que la justice s'intéresse. On en avait parlé suite au fameux rapport de l'Église catholique française sur le pardon par rapport justement aux actes de harcèlement, d'attouchement et de pédocriminalité dans l'Église. On en avait parlé avant cela avec le fameux livre de la nièce Krouchner. Et puis, très clairement, dans cette vidéo, j'avais fait sur le sujet de ce rapport sur l'Église catholique française, où j'avais expliqué que finalement c'était plus un outil d'attaque contre une communauté plutôt que de faire de la révélation dont on sait déjà l'existence, mais que après c'est à la justice, c'est à l'Église de résoudre ce problème, même si malheureusement, je l'avais dit dans une vidéo, dans certains pays, comme aux États-Unis d'ailleurs, on a des institutions qui, de temps à autre, ont fermé les yeux. Ici, Karl Zero, évidemment, remet sur la table l'ambiguïté ou la réputation de certains à peut-être vouloir protéger certains milieux, certains réseaux. Et donc, ce film documentaire est disponible sur YouTube, pour l'instant, avant que peut-être le film soit finalement dégagé, et il est disponible sur Odyssey. Donc je vous mettrai les liens sur les descriptions. Je vous incite à voir ce documentaire parce que je trouve que Karl Zero, peut aimer, pas aimer, mais a toujours été plus ou moins honnête dans sa façon de faire de l'investigation. Et d'ailleurs, le passage qu'il avait fait il y a plusieurs semaines de cela, voire plusieurs mois, sur l'émission de Pascal Praud, sur CNews, on sentait bien que l'intervention commençait au bout d'un moment de gêner, puisque je vous avais relaté cette interview, où à un moment donné, certains ont commencé à vouloir essayer de lui dire « mais qui donnez des noms, etc. » Et Karl Zero lui dit « non », et j'ai dit « mais je ne peux pas vous donner des noms. Moi, je ne veux pas me retrouver avec un procès en diffamation ou procès d'intention. Ça, c'est la justice de faire son travail, c'est à la police de faire son travail. Mais les noms, il y a des noms qui circulent, mais on ne peut pas les donner parce que dans ce cas-là, il faudrait des preuves irréfutables. Chose qu'évidemment, même si on avait des preuves, la justice, par certains liens de cause à effet, ferait en sorte de faire disparaître ces preuves. Donc voilà, je vous laisse juger par vous-même de ce documentaire, et on passe tout de suite à la suite. Ensuite, je vais vous faire partager ce petit extrait d'un ouvrage plus ou moins connu, d'un auteur encore plus connu, mais vous verrez, je vous dirai un petit peu qui c'est à la fin. Et cet extrait, il me semble tout dire sur un certain nombre de nos maux dans la société aujourd'hui. L'éducation doit donc, premièrement, discipliner les hommes. Les discipliner, c'est chercher à empêcher que ce qu'il y a d'animal en eux n'étouffe ce qu'il y a d'humain, aussi bien dans l'homme individuel que dans l'homme social. La discipline consiste donc simplement à les dépouiller de leur sauvagerie. Deuxièmement, elle doit les cultiver. La culture comprend l'instruction et les divers enseignements. C'est elle qui donne l'habilité. Celle-ci est la possession d'une aptitude suffisante pour toutes les fins qu'il peut avoir à se proposer. Elle ne détermine donc elle-même aucune fin, mais elle laisse ce soin aux circonstances. Certains arts sont bons dans tous les cas, par exemple ceux de lire et d'écrire, d'autres ne le sont que relativement à quelques fins, comme celui de la musique, qui fait
aimer celui qui le possède. L'habilité est une sorte infinie à cause de la multitude des fins qu'on peut se proposer. Troisièmement, il faut aussi veiller à ce que l'homme acquiert de la prudence, à ce qu'il sache vivre dans la société de ses semblables, de manière à se faire aimer et à avoir de l'influence. C'est ici que se place cette espèce de culture qu'on appelle la civilisation. Elle exige certaines manières, de la politesse et cette prudence qui fait qu'on peut se servir de tous les hommes pour ses propres fins. Elle se règle sur le coup changeant de chaque siècle. Ainsi, l'on aimait encore, il y a quelques années, les cérémonies en société. Quatrièmement, on doit enfin veiller à la moralisation. Il ne suffit pas en effet que l'homme soit propre à toutes sortes de fins, il faut encore qu'il sache se faire une maxime de n'en choisir que de bonnes. Les bonnes fins sont celles qui sont nécessairement approuvées par chacun et qui peuvent être en même temps des fins pour chacun. C'est assez soutenu, mais je dirais que finalement, quand on réfléchit à ce texte, on se dit, mais finalement, on met le doigt là sur un certain nombre de nos problèmes dans la société par rapport à un certain nombre d'individus ou certains genres d'individus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un défaut d'éducation, souvent culturelle, incompatibilité culturelle, de par des émigrés qui viennent dans un pays, mais qui viennent d'une culture complètement différente, diamétralement différente, avec des principes et des valeurs différentes, mais qui, pour des raisons économiques, pour des raisons de liberté, etc., viennent s'installer dans des pays comme les pays occidentaux, avec des sociétés beaucoup plus progressistes, beaucoup plus libérées que ce que leur culture d'origine n'ont pu évoluer dans l'histoire. Et malheureusement, leurs jeunes générations finissent par, elles, grandir dans nos pays avec nos valeurs. Et très rapidement, il y a un conflit. Il y a un conflit entre l'éducation ou entre la culture, entre les valeurs, la morale qui est instaurée dans la famille et la société, dans l'espace public. Et de fait, ça a provoqué des défauts, des discordances, des dysfonctionnements dans l'évolution psychologique, dans la personnalité de ces individus. Et à partir du moment où il y a une faille dans l'éducation, dans le cadre familial, eh bien quand ces gamins arrivent à l'école, une école qui, à mon sens, à mon époque, avait encore une certaine discipline à avoir. Le respect du professeur, le respect de règles fondamentales, le respect d'une attitude, le respect de comportement, que ce soit vis-à-vis du professeur, vis-à-vis de la classe, de la collectivité, de ses camarades, qui sont un complément, je dirais, de ce que normalement nous devrions connaître dans l'éducation familiale, instaurant la politesse, la courtoisie, la vie en société, le respect de l'autre, etc., tout en sachant aussi se faire respecter. Ce sont des valeurs fondamentales. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des individus où ça a complètement raté. Et ça a raté d'autant plus que quand ils arrivent à l'école, quand on a de génération en génération des parents qui croient que l'éducation nationale est là pour éduquer leurs gamins, alors qu'en réalité, elle n'est pas là pour les éduquer, elle est là pour leur donner des connaissances, pour leur donner de la culture générale, mais pas pour les éduquer. D'autant plus que la nouvelle école publique, comme aussi privée, n'a rien à voir avec l'école qu'on a pu connaître, que ce soit vous et moi, si vous avez plus de 40 ou 50 ans. Parce que force est de constater qu'évidemment, la génération du corps professoral a évolué, à mon sens, pas forcément dans le bon sens, c'est-à-dire dans le bon sens d'un progrès de respect de l'élève, avec un peu moins de totalitarisme. Mais le problème, c'est que la destruction du totalitarisme
a détruit aussi l'autorité. Donc à partir du moment où un professeur n'a plus d'autorité, ou tout du moins ne fait pas le nécessaire pour instaurer l'autorité, et ben voilà le résultat, c'est que quand vous êtes confronté à des élèves, ou quand vous êtes dans des écoles primaires, dans des lycées, dans des collèges, qui sont dans des secteurs avec une proportion de gamins à problème, ou avec des manques, ou avec des phénomènes de quartier, des phénomènes de bande, etc., qui finalement rejoignent tout à fait ce que dit ce texte, c'est-à-dire le côté animal, bah force est de constater que si on prend le principe de fonctionnement social des animaux, la prédation, la sauvegarde de l'espèce, pour certaines espèces, la meute. Et qui dit meute? Le chef de meute. La hiérarchisation dans la meute. Force est de constater que dans certains quartiers, dans certaines communautés, dans certaines bandes, dans certains groupes, eh bien on retrouve ces principes. Et finalement ce texte met le doigt sur le problème que s'il y a défaut d'éducation à la base, et que la nation, la République, le pays, l'État, ne réussit pas à compenser ces manques, condamnant un grand nombre d'entre eux à un échec scolaire, puisqu'il n'y a plus d'autorité, eh bien, on en vient à des individus qui finissent par emprunter des valeurs et des principes qui rejoignent finalement les comportements primitifs, des comportements animaux. Animal, pardon. Alors attention, ce que je vous dis là, évidemment, c'est très succinct, c'est très simpliste. Après, on peut énormément développer sur la question, on peut énormément débattre, mais force est de constater que, même dans le débat, il y a un moment donné, il y en a certains qui vont sortir, oui, mais non, c'est une culture. Quelle culture? Ben oui, les jeunes, ils ont une culture, etc. Ils ont développé des cultures par le hip-hop, le rap, etc. Oui. Sauf que le problème, c'est que finalement, est-ce que le mot culture n'a pas servi à couvrir le problème en donnant une légitimité à des comportements qui ne sont pas des comportements sociaux, qui ne sont pas des comportements acceptables dans une collectivité. Rajoutez là-dessus les problèmes sociaux réels de la société, le parquage dans des ghettos. Oui, bien sûr, tout ça a engendré un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut savoir se poser la question. C'est est-ce que l'État est responsable de l'éducation de ses citoyens? En partie, par l'école, mais la responsabilité aussi incombe à la famille, le cocon familial. Après, évidemment, il y a les cas des enfants abandonnés, des cas des enfants orphelins, des cas des enfants retirés à leur famille pour des raisons juridiques, où là encore, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'a pas les structures, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de vérifier si les familles d'accueil vont pouvoir pallier déjà le problème psychologique qu'un gamin peut subir du fait de cette rupture, de cette inconséquence de couvrir, de protéger l'enfance dans un cocon familial déstructuré déjà à la base. Ben oui, mais finalement c'est la conséquence. C'est l'effet domino, tout simplement. Si vous avez des adultes qui sont déjà en défaillance au niveau culturel, au niveau sociable, etc., qu'ils ont des comportements primitifs, qu'ils ont des comportements associables, qu'ils ont des comportements individualistes, qu'ils ont des comportements égoïstes, qu'ils ont des comportements avec un orgueil démesuré, ben forcément, dans le relationnel, aussi bien dans la société que vis-à-vis des gamins, il y a des conséquences. Et le problème, c'est que ça fait depuis des décennies qu'on se repose sur la société pour résoudre le problème, pour compenser. Donc ce que dit ce texte, finalement, met le doigt sur, à mon sens, une racine. Alors, attention,
c'est une racine. Après, on peut développer les branches, les différences, les différents contextes, les différentes situations, les différents comportements, les différentes attitudes, les différents environnements, les différents contextes familiaux, culturels, religieux, etc. Bien sûr. Mais finalement, ce texte nous met le doigt sur la racine du problème. Et cette racine du problème, eh bien, c'est tout simplement un extrait qui nous vient du traité de pédagogie d'Emmanuel Kant. Je rappelle, traité de pédagogie d'Emmanuel Kant, c'est début du XIXe siècle. Déjà au XIXe siècle, vous aviez déjà des gens qui commençaient à voir ou entrevoir le problème de la modernisation de la société. Je rappelle, le XIXe siècle, milieu du XIXe, on va avoir émergé l'influence considérable de l'ère industrielle et aussi des progrès intellectuels, des progrès philosophiques, des progrès sociétaux. Le XIXe siècle va être un siècle où on va beaucoup plus s'ouvrir le savoir, la connaissance, la culture générale à des enfants. On va développer des processus, des cadres éducatifs, des cadres d'enseignement. Bien évidemment, ça va être un petit peu plus long parce que tout le monde ne va pas avoir accès au même niveau de connaissance. Preuve en est, c'est que à partir de la Première Guerre mondiale, je veux dire entre l'entre-deux-guerres, on va commencer à voir émerger la volonté de vouloir permettre une sorte d'éducation ou un système éducatif égalitaire. C'est-à-dire que aussi bien les riches que les pauvres doivent pouvoir posséder la même capacité, la même possibilité d'évoluer dans la société, de gravir l'échelle sociale par l'éducation, par la connaissance, par la culture générale. Ça, c'était le papier, hein, parce qu'en réalité, comme je fais souvent référence à ce spectacle je ne me souviens plus de son nom, ça y est, voilà, depuis hier que j'y pense, mais à chaque fois j'oublie son nom, c'est la fameuse conférence gesticulée, où justement il explique le fait que dans la gauche bien pensante, on a toujours voulu faire en sorte que l'ouvrier, le pauvre, puisse se cultiver plus vite et plus rapidement pour pouvoir rattraper le niveau culturel des riches. Sauf qu'il disait que c'était une illusion, puisque le temps que va mettre le pauvre à se cultiver, le riche, lui, continue. Parce que, chose étrange, le riche sait lire. Le riche, lui aussi, veut se cultiver. Donc finalement, on a toujours eu ce déséquilibre, finalement. C'est-à-dire que même en effet, si aujourd'hui, au XXIe siècle, vous avez des couches sociales, des catégories sociales qui ont beaucoup plus accès à la connaissance, à l'éducation pour apprendre des techniques, apprendre des cultures, apprendre des spécificités, pour ensuite s'orienter pour apprendre des métiers, contrairement à ceux d'il y a un siècle. Le riche, lui, par contre, il a continué lui aussi à évoluer. Et on en vient aujourd'hui à ce problème, que finalement, si sur le papier on estime que tous citoyens naissent libres et égaux en droit, le problème du droit, c'est que malheureusement, vous serez toujours dépendant de la classe sociale à laquelle vous appartenez. Sauf, évidemment, il y aura toujours des cas d'exception. Il y aura toujours des gamins issus de milieux très pauvres, de milieux défavorisés, de milieux familiaux pas très cultivés, voire même très incultes, mais qui va avoir un éveil naturel et qui va s'instruire de lui-même, qu'on va aider à instruire, et qui va atteindre un niveau intellectuel beaucoup plus élevé que ses contemporains ou ses ascendances ou ses descendances. Bien sûr qu'il y a toujours ces cas-là, mais d'une façon globale, d'une façon générale, il est évident que des gamins, en dehors des problèmes culturels, d'origine, quand ils vont dans des écoles de banlieue ou de quartiers populaires, ils n'ont
vont peut-être pas, d'une manière générale, attention, je parle toujours d'une manière générale, ils ne vont peut-être pas réussir à accéder au même niveau que les gamins qui vont dans des écoles plus sélectes, plus élevées. Je pense que si vous êtes dans des grandes villes, si vous êtes natif d'une grande ville, on a tous connu cette particularité qu'il y a que lorsque vous étiez dans votre cycle de scolaire, on vous parlait de certains établissements qui étaient plus ou moins bien que l'autre, etc. On a tous connu ça. On a tous vu ça. Moi-même, qui viens de la ville de Rouen, il est évident que lorsque vous êtes dans votre cursus scolaire, vous n'étiez pas considéré de la même façon si vous disiez que vous étiez au lycée Corneille que si vous étiez au lycée Jeanne d'Arc. On ne vous considérait pas de la même manière si vous disiez que vous étiez de Camille Saint-Saëns ou de Blaise Pascal. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ce qu'on intégrait dans ces écoles était différent. Et déjà, à mon époque, beaucoup de parents utilisaient aussi le procédé de pouvoir réussir à mettre leurs gamins dans des écoles de bon niveau, plutôt que de les laisser dans des écoles où la réputation était plutôt moyenne, où la qualité d'enseignement était plutôt moyenne, où déjà la qualité d'enseignement était déjà altérée par des problèmes vis-à-vis de certains élèves dissipés, indisciplinés, qui foutaient le bordel, des problèmes de délinquance, des problèmes de violence, de brutalité, d'invulgarité, etc. Et ça n'a fait qu'empirer finalement. Je veux dire, le fait que vous ayez chaque année des jeunes qui veulent se lancer dans une carrière de professeur, alors je ne sais plus le pourcentage, mais vous avez un énorme pourcentage qui abandonnent au bout de 2 ans. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, parce qu'ils se rendent compte que acquérir des compétences, des connaissances, des savoirs pour les transmettre aux autres, ça ne suffit pas. Il faut gérer. Il faut gérer les élèves. Il faut avoir de la pédagogie, il faut avoir de la psychologie, il faut avoir du tempérament, il faut avoir du charisme pour se faire comprendre, pour se faire respecter. Alors, malheureusement, on a balancé souvent dans des écoles des jeunes qui n'étaient pas du tout préparés à ce qu'ils allaient subir, qui n'avaient pas du tout le charisme, qui n'avaient pas du tout les épaules suffisamment larges pour ce genre de métier, et surtout en plus quand on les envoyait dans des établissements type ZEP, par exemple. Donc finalement, vous voyez, Emmanuel Kant nous donnait déjà le signe d'un déclin d'une partie d'une population. Et si vous voulez mettre une grande partie du peuple dans un processus d'abrutissement, bon voilà, ça y est, c'est gagné. Donc à partir de là, je dirais presque à méditer sur ce petit texte dont j'essaierai de vous mettre la référence d'une version PDF, si j'en trouve une, gratuite, peut-être pour ceux que ça intéresse. Mais de toute façon, Emmanuel Kant est quand même un auteur relativement prolifique de son temps et qui a donné un certain nombre d'ouvrages qui aujourd'hui sont des références, je dirais, pour bien comprendre à la fois la culture, tous les aspects sociaux, les aspects hiérarchiques, les aspects religieux aussi, les relations religieuses, intra-religieuses et aussi internes aux sociétés, à l'évolution de la société et de la civilisation d'une manière générale. Et donc voilà, c'était le petit extrait que je voulais vous faire partager pour peut-être vous donner un élément de réflexion dans peut-être certains débats que vous pourriez avoir à l'avenir sur ce sujet. Autre information, qu'est-ce qui se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande ? On voit de plus en plus émerger sur les réseaux sociaux des propos de politiciens, de gens qui font partie des gouvernements australiens, etc. Et on commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe chez eux ? J'ai envie de dire, et ça se trouve peut-être qu'ils sont en train de mettre à un plus haut niveau le laboratoire de la soumission des peuples. On a une vidéo qui circule d'une journaliste qui demande à une intervenante est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment la nécessité et le besoin de maintenir la construction de centres de rétention ou centres de quarantaine. Évidemment, les termes et les mots sont toujours très importants.
En réalité, le mot camp semble approprié. Donc évidemment, camp de rétention, très clairement, pour les non-vaccinés ou les personnes contaminées. Alors, affaire à suivre, parce que là, je crois que l'Australie a réouvert la possibilité de pouvoir accueillir des touristes vaccinés, mais on a pu voir aussi des vidéos de manifestations qui ont été relativement violentes en Australie. Et j'ai envie de dire, finalement, ça rejoint exactement ce qu'on connaît en Europe et ce qu'on a pu voir aussi aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on teste finalement la résilience. La résilience, l'acceptation, le consentement de la majorité du peuple. Alors, majorité du peuple, pas par choix. En effet, il y a une infime minorité de gens qui sont tout à fait d'accord pour aller foutre des non-vaccinés dans des camps. Ah, les salauds! Et l'autre majorité, la plus grande majorité, de ceux qui n'en pensent pas moins, mais qui ne disent rien. Les consensuels, les complaisants. Ceux qui ne font pas ombrage à l'inadmissible. Alors ce qui se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande, évidemment, on en vient à ce qui se passe en Europe et en France. Toujours les manifestations contre le pass sanitaire. On a vu que le Parlement a finalement voté la loi de vigilance sanitaire jusqu'au 31 juillet, je vous en ai déjà parlé. Il y a des chances que le pass sanitaire suive. Pour l'instant, le pass sanitaire est actif jusqu'au 15 novembre, mais il y a des chances qu'ils le mettent jusqu'au 31 juillet. Ils ont bien trouvé une raison de toute façon. En revanche, alors, j'ai été interpellé sur l'un d'entre vous sur ce que je pensais du discours de Poutine. Je vais y revenir, mais ce qui se passe en Russie, évidemment, là, on se dit, qu'est-ce qui se passe en Russie ? Moscou a remis un certain nombre de restrictions sanitaires, tout simplement parce qu'il y a une reprise de la contamination. Mais j'ai envie de dire reprise de la contamination parce que la Russie, on est quand même le 25 octobre, c'est quand même là-haut. On commence peut-être à faire froid. Et que, évidemment, il y a un certain nombre de virus qui commencent à circuler. Donc ils prennent les mesures, ils prennent les devants. Alors évidemment, il y en a certains qui me disent, oui, pourtant Poutine, lui qu'on croyait être anti, machin, etc. Non, mais Poutine, il fait ce que lui considère être à la hauteur et à la mesure de la situation. C'est toujours le problème, c'est quand vous avez des augmentations de contamination, tant qu'aujourd'hui, on n'a pas la certitude que les vaccins permettront de protéger des formes graves, puisque on commence à entendre un peu, oui, les vaccins, non, c'est pas forcément vrai qu'ils sont toujours en phase test, que de toute façon, on a vacciné des millions et des millions de gens, donc c'est suffisant pour voir que ça marche, ça fonctionne. Oui, sauf que là, il y a la grippe qui arrive, que vous avez des gens qui commencent déjà à balancer des infos sur le fait, faites-vous vacciner contre la grippe, etc. Le cocktail, je ne sais pas si dans les pays qui vont pratiquer la 3e dose avec en plus le vaccin de la grippe, je ne suis pas certain que ce soit très judicieux. Mais évidemment, si on est dans l'esprit de se dire, finalement, peut-être que toute cette mascarade, c'est peut-être pour essayer de soulager la planète d'un certain nombre de populations, ouais, pourquoi pas. C'est un petit peu gros quand même. Mais force est de constater que sur le plan sanitaire, il y a des choix et des orientations qui aujourd'hui suscitent énormément de questions. Mais comme on est en face de gens qui ont l'autorité, qui ont le pouvoir et qui ont fâcheuse tendance à aller dans le sens de dire ferme ta gueule et fais ce qu'on te dit, oui, les questions complotistes sont légitimes à la rigueur. Mais tout ça pour revenir donc à la Russie, oui, la Russie aujourd'hui, comme un certain nombre de pays, les contaminations reprennent. Donc ils prennent les décisions. Et je vais répondre à l'une des suggestions de l'un d'entre vous sur l'intervention de Poutine lors d'un forum, alors je ne me souviens plus du nom, c'était... enfin, je vous le mets là, c'est pas Yalta, c'est... Vaïlia ou Vaïa, je ne sais plus exactement, enfin je vous mets le truc là. Alors quand vous m'avez envoyé
cette proposition, je vais vous dire, je me suis farci les 3 heures de discours pour bien argumenter la chose. Et finalement, on n'apprend pas plus que ce qu'on peut se douter de la part de Poutine, qui veut la préservation, la sécurité, la souveraineté de son pays, que ses relations avec l'OTAN, pour l'instant, il dit voilà, moi je constate les faits, je suis alerte aux événements, je réponds aux événements, je prends des décisions face aux événements, mais j'avertis quand même l'OTAN, ne dépassez pas les limites. Il adresse aussi une évidence qu'il y a une guerre économique entre les États-Unis et la Chine, que lui, pour l'instant, il considère qu'un de ses alliés, c'est évidemment la Chine, que les États-Unis, on n'est pas les ennemis des États-Unis, mais que les États-Unis, depuis quelque temps, démontrent bien qu'elle veut absolument essayer de soumettre un certain nombre de pays, dont la Russie, à ses ordres et à ses moindres volontés, sauf que là-dessus, Poutine le dit, je suis le président, j'assume la souveraineté de mon pays, donc sur certains domaines, non. Donc d'une manière générale, la politique générale de Poutine qu'il a proposée, qu'il a présentée sur ce forum, confirme bien sa ligne politique, sa ligne idéologique, on va dire, que certains lui confèrent de façon objective et évidente, on va dire, et évidemment, à contrarie de la volonté de certains mondialistes et globalistes de ne pas voir la Russie se soumettre à l'ordre. Donc évidemment, là on est forcément dans quelque chose où il y a forcément un parti pris vis-à-vis de Poutine, suivant comment on voit les choses, suivant comment on les interprète, suivant comment on les comprend aussi. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent que Poutine est un dictateur, mais quand on leur demande de détailler, d'argumenter un petit peu, etc., et quand on leur pose la question, ils disent « mais excusez-moi, mais Poutine, c'est quand même le président de la Russie, est-ce que quelque part il n'a pas un rôle de protéger la souveraineté de son pays aussi ?» Et que dans ce cadre-là, justement, il fait le boulot. Oui, mais non, c'est un dictateur, de toute façon, il se fait toujours élire, il trafique les élections, etc. Oui, mais j'ai envie de dire, mais qui vous voyez en remplaçant de Poutine dans la même lignée? Alors, il y a en effet un candidat. Je vous le mets là, si j'arrive à le retrouver, c'est un ancien militaire, c'est un proche de Poutine, qui est exactement dans la ligne, je dirais même peut-être dans une ligne un peu plus radicale, dans la patrie, dans la nation, la sauvegarde de la préservation de la nation, etc. Actuellement, il est présumé être celui qui pourrait éventuellement succéder à Poutine le jour où Poutine décide de finalement quitter le pouvoir. Voilà. Donc, comme ça, au moins, vous savez qu'il y a possiblement un candidat susceptible d'être crédible à la succession de Poutine, ce qui n'est pas anodin à savoir quand même, parce que, vu la situation, les choses vont tellement vite que allez savoir ce qui peut arriver demain, surtout un président comme Vladimir Poutine. Autres informations, alors là on va faire un petit peu de revue de presse rapide. Vous vous souvenez que je vous ai parlé dans la précédente vidéo de ce tweet de Laurent Saïm. On a vu une vidéo d'une manifestation, alors je ne sais plus, je crois que c'est General Electric. J'essaie de revérifier, je vous dirai ici cette manifestation, voir si j'ai encore la vidéo, je vous la mettrai ici également, qui était assez caractéristique et assez significative de ce que disait justement Laurent Saïm. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aux États-Unis, on a le droit de manifester, sauf que c'est totalement différent de ce qu'on conçoit en France. Le droit de manifester, c'est un droit, sauf que comme beaucoup de choses aux États-Unis, comme beaucoup de libertés, elles sont excessivement cadrées. C'est-à-dire que si, par exemple, les salariés d'une entreprise ont besoin de faire une manifestation parce que en contestation par rapport à des décisions, etc., en règle générale, il y a une certaine complicité, collusion entre les autorités locales et l'entreprise pour que les salariés aient le droit de manifester, mais uniquement à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'espace public. Donc ça veut dire que là, l'autorité, comme en France, donne une autorisation ou non
de pouvoir manifester. Et en règle générale, il y a énormément de restrictions, c'est-à-dire qu'on donne un timing très précis, c'est-à-dire qu'on dit, ok, vous avez le droit de manifester, mais l'organisation de votre manifestation, elle n'aura le droit d'avoir lieu que de 2 heures à 3 heures de l'après-midi, sur un secteur délimité, c'est-à-dire que si jamais un manifestant sort de la zone, évidemment les flics sont présents, donc tout de suite, le manifestant qui sort se voit notifié de dire attention, là vous sortez de la zone qui vous est attribuée, donc votre panneau, vous le cachez, vous le rangez, etc., mais vous n'êtes plus considéré comme manifestant, et là, si vous êtes manifestant en dehors de la zone, on vous arrête. Et c'est même pire, c'est qu'il y a des fois, vous pouvez imposer la manifestation, c'est-à-dire soit une manifestation statique, ou soit une manifestation en mouvement. C'est pour ça que, peut-être très souvent, vous avez vu des manifestants tourner en rond, avec des pancartes. C'est une façon, oui, en effet, d'essayer de tuer la contestation qu'il peut y avoir vis-à-vis d'un certain nombre de sujets polémiques, sociétaux, politiques. Alors, hormis évidemment les grandes manifestations, comme celles qu'on a pu voir à l'époque de Trump, etc., où là, ce sont des organisations, des associations qui déclarent et organise et coordonne avec les autorités l'organisation même de la manifestation. Mais une manifestation d'employés, une manifestation de salariés contre une entreprise, en règle générale, c'est très mal vu. C'est très mal vu, même les médias qui essaient d'en parler, en parlent de façon très succincte et très rapide, parce que c'est très très mal vu. Et c'est pour ça que le tweet de Laurent Saïm était pas anodin. Parce qu'on a vu une autre manifestation, et celle-là est non des moindres. C'est une manifestation qui a eu lieu à New York. Je vous mets les images ici. Et ce que vous voyez défiler, eh bien, ce sont des employés de la NYPD, la fameuse New York Police Department, et de la FDNY, c'est la Fire Department of New York, ce sont les pompiers. C'est-à-dire que la police, le département de police de New York et le département des pompiers new-yorkais manifestent et passent sur le Brooklyn Bridge. Ils ont traversé le Brooklyn Bridge pour rejoindre Manhattan, depuis Brooklyn. Et il y a quelques semaines, ou il y a quelques jours, c'est également les taxis. Les taxis qui ont de nouveau manifesté. Alors souvenez-vous, on en avait parlé pendant le lockdown, pendant l'année dernière, sur les confinements, où vous aviez des taxis qui manifestaient déjà, parce que, évidemment, il n'y a plus de touristes, donc le marché s'est complètement effondré. Donc c'est un phénomène qui, à mon sens, est à suivre, parce que aux États-Unis, vous commencez à voir, alors surtout dans les grandes mégapoles, des contestations qui commencent à émerger un petit peu face à la situation évidemment économique, la situation sociale, et la situation évidemment au niveau de certaines entreprises, sur le droit du travail, sur les conditions de travail, etc. Ce qui est assez nouveau, finalement, au niveau d'un pays comme les États-Unis, où je rappelle, les syndicats existent, pas forcément partout, mais ne sont pas des syndicats comme en France, c'est-à-dire que ce sont des syndicats professionnels. Un des plus gros syndicats qui est connu aux États-Unis, c'est évidemment le syndicat des camionneurs. Alors, il y a les syndicats des camionneurs sont parfois reconnus et relativement influents et puissants dans certains États, comme dans d'autres États, on a réussi plus ou moins à les infiltrer, et ils n'ont quasiment pas de grande influence, si vous voulez, sur les décisions d'État d'une manière générale. Autre information, les pénuries, le prix des engrais flambe et les agriculteurs ne savent pas s'ils pourront fertiliser leurs champs dans quelques mois. Oui, les chaînes sont complètement en rupture. La franchise Lidl en Lituanie va imposer le pass sanitaire pour ses clients. Là encore, on fait un laboratoire, on teste. Pile ou face, oui, l'intervention, il y a Macron qui était, je ne sais plus où, etc. Pile ou face, c'est-à-dire qu'en fait, BFM a fait une couverture, tout se passe bien, oui, vous êtes content, monsieur le président, on vous aime bien, machin, etc. Et dans 2 roues plus loin, c'est des CRS qui essaient de bloquer des manifestants.
Il est trop tard pour faire machine arrière et la seule façon de ne pas se laisser surprendre, c'est de se préparer. Je vous mettrai le lien en description. Il s'agit d'un article d'Un Soletia. Un Soletia, c'est Charles Sanat. Charles Sanat, des fois, qui a des bonnes analyses et qui nous donne des éléments, alors des éléments qui sont issus évidemment des marchés, de la situation économique internationale comme locale, etc., mais qui vulgarisent et assez bien les choses pour qu'on puisse comprendre un petit peu la situation. Donc c'est très intéressant. Donc je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à aller pour voir de vous-même. Je vais peut-être terminer là-dessus parce que il y a d'autres informations, mais c'est assez succinct pour l'instant. Mais je vais terminer quand même un truc qui est assez amusant. C'est une société qui a développé des lunettes intelligentes pour l'armée. Alors je crois que c'est l'armée américaine. Le casque à air inutilisable, ouais c'est ça, c'est l'US Army. Donc ils ont passé un contrat avec Microsoft pour concevoir des lunettes, vous savez, des lunettes interactives, des lunettes intelligentes qui permettent d'afficher des données, des informations, avec en plus des options de vision de nuit, etc. Et donc c'est Microsoft qui a développé ce produit. 22 milliards quand même, 22 milliards de budget pour ces fameuses lunettes. Sauf que le problème, en avril 2021, l'armée américaine a passé à Microsoft un énorme contrat de 21,9 milliards de dollars pour la fourniture de 120 000 casques de réalité augmentée dérivés de son système HoloLens. Baptisé Integrated Visual Augmented System, IVAS, le casque spécialement adapté pour les soldats de l'armée de terre devait servir à l'entraînement et lors du combat. Sauf que, ils ont commencé à tester le truc et se sont rendus compte, et c'est là qu'on se dit, il y a franchement des choses qui ne tournent pas rond. Quand vous avez une société comme Microsoft, que vous avez un contrat de 22 milliards, que vous développez un produit pour l'armée américaine, comment se fait-il que les ingénieurs n'ont pas réfléchi 2 minutes que leurs lunettes allaient avoir un problème avec la pluie. C'est-à-dire que les lunettes dysfonctionnent à cause de la pluie. Et si je vous prends cet exemple-là, c'est parce que malheureusement aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que des gens qui ont des têtes comme ça, qui sont payés des milliers d'euros pour pondre un produit, et une fois que le produit, que les contrats sont ficelés, que l'on commence la production, etc., et qu'on met le produit en place, on se rend compte que les mecs, ils n'ont pas pensé à un détail quand même important. Vous savez, vous vous souvenez de ces fameuses toilettes écologiques à Paris? Qu'ils ont placé des toilettes écologiques qui fonctionnaient avec un système autonome, avec panneaux photovoltaïques. Sauf que ces cons-là, il y en a certains, ils les ont mis dans des endroits où il y a très peu d'ensoleillement. Même, je crois qu'ils en avaient foutu un sous un pont. Donc du coup, sous un pont, évidemment, le soleil ne passe pas. Donc du coup, le système, évidemment, était obligé de retourner sur un système de batterie, et les batteries étaient très vite vides. Et après, ils ont commencé à réfléchir pour faire un raccordement. Et c'est censé être écologique. Je pense qu'évidemment, on a tous en mémoire ces exemples de restructuration, de transformation, de construction, parfois de structures, d'outils, qui, au final, on se rend compte que, mais comment se fait-il que les mecs, ils n'ont pas pensé, ou ils n'ont pas réfléchi, ou ils n'ont pas étudié un détail qui finalement va être le grain de sable dans le rouage de leur truc à millions, des millions, voire des milliards d'euros ou de dollars. Souvenez-vous de l'anecdote. Cet immeuble, celui qu'on appelle le Torquay Building, je crois, à Londres, ils se sont rendus compte au bout d'un moment qu'ils n'ont pas réfléchi que mettre une façade incurvée comme ça, avec le soleil, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait effet miroir.
et que tout d'un coup, vous aviez des rayons du soleil qui se répercutaient sur cette façade et qui ensuite renvoyaient, suivant l'évolution du soleil, dans des endroits où tout d'un coup, vous avez ce qu'on appelle un point chaud. C'est-à-dire que vous avez une concentration des rayons lumineux du soleil qui, au bout d'un moment, mettent toute matière qui se trouve sur l'instant même, sur le principe même du point chaud, pose problème, c'est-à-dire ça brûle. Hein, c'est le même principe que les fameux grilles qui ont été créés à un moment donné avec une parabole, une sorte de parabole, mais une parabole avec des miroirs. Hein. On concentre les faisceaux de la lumière du soleil. Eh bien, ce building-là, là, évidemment, catastrophe, etc. Je vais terminer avec cette fameuse anecdote. On a tous connu, enfin je pense, quand vous avez des grosses entreprises qui ont des gros systèmes informatiques, etc., on dit souvent que dès qu'ils changent le directeur informatique, pour moderniser, ils ont un budget et ils modernisent et ils changent. Ils changent du matériel, etc. Ou des fois, ils font construire un nouveau building, etc. Sauf qu'au moment où ils veulent installer le matériel informatique, donc c'est des gros serveurs, à l'époque c'était des gros serveurs. Maintenant les serveurs c'est la taille d'un PC qui sont mis dans des armoires, des bibliothèques, hein. Vous avez des bibliothèques plein de serveurs, c'est plein de PC, plein d'ordinateurs, etc. sur des armoires très grandes. Donc la miniaturisation finalement de la technologie a permis de faire ça, mais à l'époque on avait quand même des grosses armoires, etc. Et au moment d'installer le grand serveur, ils se sont rendus compte que personne n'avait pensé à comment faire rentrer le matériel dans l'immeuble. C'est-à-dire que personne n'a pensé à mettre une porte ou un endroit qu'on puisse faire rentrer le matériel. Donc il a fallu tout péter. Mais ceci dit, c'est un petit peu la conséquence aussi du fait que dans les organes, dans les infrastructures, dans les entreprises qui sont censées avoir des gens qui sont censés penser à toutes ces choses, hein, ce sont des teams, ce sont des équipes qui font des réunions sur réunions, des réunions, etc., justement pour essayer de ne pas oublier un certain nombre de détails, etc. Et là encore, depuis des années, on a viré des gens qui avaient les savoirs, les compétences, les connaissances et les expériences. On a laissé partir à la retraite des gens qui avaient les compétences, les savoir-faire, les expériences. Qu'on n'a pas pris le temps de former, qu'on n'a pas pris le temps de transférer, qu'on n'a pas pris le temps d'enseigner aux jeunes générations. Et si bien que vous avez des jeunes générations hyper diplômées qui débarquent, un peu moins cher que l'ancien qui avait déjà 10, 20, 30 ou 40 ans de carrière, sauf qu'il n'a pas le niveau d'expérience de l'ancien. Et du coup, on est en face de ce phénomène de la déliquescence, de la compétence, de l'expérience et du savoir-faire. Alors il suffit en plus qu'il y en ait certains qui se la pètent et qui se reposent sur les autres, qui piquent le boulot des autres, ou qui piquent les compétences, ou qui utilisent les compétences à leur profit. Oui, je pense qu'on a tous connu ça. Hein. Les opportunistes, hein, ceux qui prennent à leur profit le travail des autres pour se faire valoir et parfois toucher des primes, toucher des primes exceptionnelles, etc. On en a tous connu. Donc, j'ai envie de dire, encore une fois de plus, là, et d'ailleurs ça me rappelle cette histoire de ces fameux quais de gare. Vous savez, quand la SNCF a acheté des nouveaux trains, du nouveau train de passagers, ce qu'on appelle des voitures, hein, en langage ferroviaire, et sauf qu'ils se sont rendus compte que sur un grand nombre de quais, de petites gares, etc., les voitures n'étaient pas au niveau. Et qu'il a fallu modifier, péter, remettre au niveau les quais d'un certain nombre de gares pour être compatibles avec les nouvelles voitures. Là encore. Parce que dans la chaîne, il arrive très souvent que des responsables aient des idées,
comptent sur leurs subordonnés pour dire si l'idée est bonne, est applicable, est réalisable, etc. Sauf que le problème, c'est que leurs subordonnés, vous avez majoritairement soit des susbites, soit des gens qui essaient de faire du cirage de pompe, soit parce que c'est des cupides, donc ils se disent ouais, caressons dans le sens du poil le patron, le chef de projet, etc. pour eux. Et du coup, le chef de projet lui dit bah, si personne me contredit, si personne ne me dit que c'est pas possible, que c'est pas viable, c'est comme ça, allez, hop, on fonce, on y va. Ouais, sauf que le chef de projet, au bout d'un moment, s'il est intelligent, s'il est auprès de ses équipes, s'il a les compétences, lui aussi, les connaissances, l'expérience, si de temps en temps il va sur le terrain, si de temps en temps il va constater et observer par lui-même, et pas compter sur ses subordonnés pour lui faire remonter des informations, il va avoir la désagréable surprise un jour de se rendre compte que ces projets, ou les détails de certains projets, sont irréalisables, ou ont provoqué un défaut, ou ont provoqué une erreur, ou ont fait péter le budget. Et c'est partout. Si vous connaissez des gens qui travaillent dans la construction, dans l'ingénierie, etc., ils vous le diront. Ils vous diront qu'il y a des fois, il y en a, ils sont là, flingués. Ils sont à tuer. Parce que des choses qui paraissent évidentes, des choses qui semblent logiques, et parce que des gens ne veulent pas faire remonter l'information négative vers le responsable, vers le dirigeant, etc., on laisse couler. Et c'est aussi valable aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Sauf que le problème, c'est que à force de faire ce genre de politique, de ne rien dire, de ne rien montrer, de ne rien signaler, de ne rien faire remonter, un jour, l'entreprise, elle s'effondre. Pourquoi ? Parce que toute sa qualité, toute sa force, toute son efficacité explose en plein vol. Et là, vous avez les dirigeants, les PDG, les actionnaires, qui se disent, mais pourquoi ? On nous avait assuré pourtant que tout était OK, on nous avait assuré que tout fonctionnait bien, on nous assurait qu'on avait tous les moyens, on assurait que les investissements étaient bien réfléchis, bien calculés, bien bouclés. Pourquoi on se retrouve dans cette situation-là ? Vous vous souvenez les actionnaires de Boeing ? Quand le Boeing a eu tous ces problèmes avec son dernier, je ne sais plus quel modèle, là, Boeing a failli passer à la trappe. À un moment donné, il était même question qu'ils cherchent à s'associer avec Airbus pour sauver les meubles. Tout ça pourquoi ? Parce que on veut développer, on veut investir dans des trucs parce que il faut faire avancer le schmilblick, comme dirait l'autre. Sauf que on veut toujours plus, mais en donnant toujours moins. Forcément, c'est incompatible. Il y a un moment donné où il va y avoir un schmilblick. Il y a un moment donné où il y a le grain de sable, en effet, qui tombe dans la mécanique. Sauf qu'il y aura toujours des gens très élevés dans les hiérarchies pour planquer tout ça sous le tapis. Jusqu'au jour où ça se voit. Jusqu'au jour où ça remonte à la surface. Donc voilà, je pense que ça, c'est le genre de phénomène que certains d'entre vous connaissent. Je n'ai pas besoin de vous faire plus de dessins. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à proposer, débattre, donner quelques idées de sujets. Comme celui qui m'a donné cette idée de regarder le forum de Poutine. J'ai fait les 3 heures quand même. Donc n'hésitez pas à proposer des sujets intéressants, etc. Il y en a certains qui m'en ont proposé. Je me souviens de cette affaire de ce dirigeant africain dont le nom m'échappe. J'ai vraiment un problème avec les noms en ce moment. J'y m'y attelle, je regarde, j'observe un petit peu les choses, etc. J'essaie de faire une synthèse, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures là-dessus sinon. Et sinon, pour nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et toujours, évidemment, soyez alertes aux petits détails qui ont toujours leur importance. Et d'ici là, portez-vous bien.